Voilà, donc effectivement, donc merci. Je vais parler d'applications, disons, à saveur géométrique. Je ne sais pas s'il faut dire géométrique ou topologique, mais pour moi, c'est un peu tout pareil. Donc, à saveur géométrique de cette théorie de la persistance et des codes barres et tout ça. Voilà, donc il va y avoir deux parties. La première partie qui vont être complètement distinctes. Peut-être que j'aurais dû en choisir qu'une, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà, et ça va être très différent d'hier dans le sens où ça va être plutôt du survol. Il n'y aura pas de démonstration. Je vais essayer plutôt de montrer des idées générales. Voilà, mais n'hésitez quand même pas à m'interrompre si vous avez des questions. Voilà. Okay. Donc il va y avoir une première partie où on va parler d'applications aux transformations qui préservent l'air. Donc, je vais regarder des applications qui sont dans le plan, qui préservent l'air. Et en fait, secrètement, je suis en train de faire quelque chose qui s'appelle de la géométrie symplectique. Qui est en fait mon domaine sur lequel je travaille au quotidien. Et la géométrie symplectique, c'est une généralisation de la géométrie donnée par les applications qui préservent l'air. Une généralisation qui existe en toutes dimensions, d'accord ? Et donc pour garder les choses simples, pour éviter un peu un bagage de géométrie différentielle qui serait trop avancé, on va se restreindre aux applications qui préservent l'air et c'est déjà assez intéressant, je trouve. OK. Alors donc une notation, le D comme ça va être pour moi le disque unité standard dans R2. Euclidien. Voilà. Et on va commencer par un exercice. Alors avant ça, un petit point de terminologie. On dira qu'une application f de D dans D déplace une partie delta si f de delta intersecté avec delta est vide. OK, tout simplement. Et donc on va commencer avec un petit exercice. Montrer que pour tout A strictement positif, peut-être pas trop grand quand même, il faut que ce soit plus petit que la moitié de l'aire de D. Okay. Et pour tout epsilon positif, il existe un F qui est un homéomorphisme du disque tel que, alors déjà, il déplace, alors F déplace un disque d'air A. Alors là, il faut faire attention, comme je suis un peu un topologue, ce que j'appelle un disque, c'est juste quelque chose qui est homéomorphe à un disque. D'accord ? Donc faut pas voir un disque rond ici. Okay ? Voilà un disque. Et deuxièmement, F est à distance de l'identité plus petite qu'epsilon, en norme uniforme. Voilà. Donc l'exercice, c'est de trouver un F comme ça. Alors, bon, il y a le dessin dans les notes, donc du coup, c'est voilà. Mais en fait, c'est un exercice qui est déjà pas très facile. Hein. Ça, c'est déjà un exercice un peu difficile. Mais donc, une manière de faire, c'est de prendre un disque qui s'enroule en spirale. Je ne sais pas si je vais arriver. Ouais, comme ça. Hop.
Voilà. Et puis bon, il faut ajuster les choses bien pour que ça marche. Et après, on regarde un homéomorphisme qui est, disons, une homothétie. Alors peut-être ça ne va pas être un homéomorphisme du disque, mais après on compense aux bornes pour que ça donne bien un homéomorphisme. Mais disons, autour de cette spirale, c'est une homothétie qui contracte un petit peu, qui contracte de epsilon. Et dans ce cas-là, on peut arriver à se débrouiller, ajuster les choses pour que le disque qui est enroulé là soit envoyé sur un disque qui est disjoint. D'accord ? Voilà, je pense qu'on peut écrire des formules si on s'y penche un peu, mais c'est... Voilà. OK ? Et maintenant, il y a le deuxième exercice. C'est faire la même chose quand on préserve l'air. Donc, idem avec F préservant l'air. Voilà. Et ça, c'est pas difficile, c'est impossible. D'accord, donc ça, c'est un exercice impossible. Donc vous voyez que sur cet exemple-là, ça contractait l'air. Donc et voilà, donc le but de cette première partie, ça va être d'expliquer comment, avec des idées qui passent par la théorie de la persistance, on arrive à montrer que c'est pas possible. D'accord ? Oui. Bonne question. Ouais, je fixe les deux en fait. Ouais. Ça commute. Oui, ça commute. Ouais. C'est pas un quart que soit. C'est-à-dire que si je prends, enfin comment dire, je fixe A pour. C'est peut-être plus simple de fixer A quand on y pense à ce problème d'abord. Je fixe A. Pardon. Pas trop grand pour que ça rentre dans D, voilà. Faut quand même que ça puisse être déplacé. Faut pouvoir mettre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Et maintenant, ensuite, je fixe epsilon. Et si je prends la largeur de cette spirale suffisamment petite par rapport à epsilon. C'est ça. C'est pas epsilon s'il y a le disque et epsilon finalement. C'est une A epsilon fixée. Je fixe un disque, et puis quand je rechange mon epsilon, il va falloir changer. Je choisis le disque en fonction de epsilon aussi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, Il faut le prendre à epsilon fin en quelque sorte pour que ça puisse marcher. Et ben avec des petites relations, du coup, on peut pas faire ça. Enfin. Alors, oui, on a très envie de dire que ça va être possible, on va y arriver. Mais croyez-moi, il y a des mathématiciens qui ont essayé longtemps. Et ce problème a été connu pendant quelques années parce que les gens s'énervaient un peu là-dessus. Bon, je continue. Alors, donc il y aura un petit chemin pour arriver au code barre dans cette histoire. Donc déjà, je vais vous donner une méthode pour construire des diffeomorphismes ou des homéomorphismes, disons des diffeomorphismes qui préservent l'air. Méthode pour construire des difféos qui préservent l'air. Alors, ça va être une recette. On part d'une fonction h. Donc c'est une fonction. C'est infini. On va même la prendre à support compact pour simplifier. Et ça, cette fonction, c'est ce qu'on va appeler un hamiltonien. C'est juste une fonction, mais on va appeler ça quand même un hamiltonien. C'est comme ça dans mon domaine. Okay. Et à partir de là, on va construire un champ de vecteurs. XH, qui est très simple, parce que c'est juste le gradient qu'on va tourner de pi sur 2. D'accord ? Donc je peux même donner des formules, sauf que je ne suis jamais sur des signes, mais ça va être des... Ah, petit détail. Les coordonnées, on va les noter QP dans R2. Ça peut être très bizarre, mais vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc,
je fais la dérivée par rapport à la deuxième variable. Et ensuite, je mets moins la dérivée par rapport à la première variable. Où est le truc là? C'est là. Voilà. Alors, sur un dessin. Bon, bah, vous savez que le gradient est orthogonal aux lignes de niveau. Donc le champ de vecteur, quand on le tourne de pi sur 2, il va être tangent aux lignes de niveau. D'accord. Donc si j'ai un hamiltonien qui est... les lignes de niveau sont comme ça. Là, je dessine, j'imagine, quelque chose avec deux montagnes. D'accord. Le champ de vecteur, il va simplement être tangent. En chaque point, il est tangent aux lignes de niveau. D'accord. Donc la dynamique est très très simple. D'accord. Et donc on peut considérer le flow de XH qu'on va noter phi ht. Alors, donc juste pour rappeler, le flow, c'est ce difféomorphisme-là qui est défini de telle sorte que t donne phi ht de x. C'est la solution du problème de Cauchy y point égale xh de y avec y de 0 égale x. D'accord. Donc j'ai un flow et en fait une espèce de lemme qui est que en fait tous les difféomorphismes qu'on obtient de cette manière-là préservent l'air. Phi ht, pour tout t, phi ht préserve l'air. C'est toujours vrai. Okay. Et en fait, c'est pas très dur. Je ne vais pas l'écrire pour gagner du temps, mais je vais vous dire rapidement. Préserver l'air, ça veut dire que la différentielle est de déterminant 1. D'accord. Et pour que la différentielle soit de déterminant 1, il suffit que ce soit la résolvante d'une équation différentielle de trace nulle. D'accord. Et quand on prend la différentielle de ce champ de vecteur, on obtient effectivement quelque chose qui est de trace nulle. Donc du coup, c'est... Voilà la raison. Ok. Voilà. Et alors, ça c'était le lemme. Maintenant, il y a le théorème. En fait, on peut obtenir tous les difféomorphismes de cette manière-là, mais il faut un peu modifier. C'est-à-dire que là, j'ai dit la dynamique est très simple parce qu'on suit les courbes de niveau, d'accord? Donc on ne va pas pouvoir obtenir tous les difféomorphismes de cette manière. Mais je peux autoriser des h qui dépendent du temps. Je peux avoir des familles de fonctions, d'accord, paramétrées par le temps. J'obtiendrai un champ de vecteurs qui dépend du temps. Et puis j'aurai aussi un flow qui va aussi préserver l'air. Et en fait, si je prends des hamiltoniens qui dépendent du temps, je vais engendrer de cette manière-là tous les difféomorphismes du disque qui préservent l'air. Donc le théorème, c'est tous les difféomorphismes. Alors je prends A support compact, ce qui veut dire l'identité au voisinage du bord, de classe C infinie, du disque, qui préserve l'air. Donc tous ces difféomorphismes-là, en fait, on peut tous les obtenir sous la forme disons le temps 1 pour un certain hamiltonien qui dépend du temps. Donc 0,1 croix D croix vers... Non, oui, je vais y arriver. Vers R. OK. Alors ça c'est pas du tout évident, mais c'est des conséquences. En fait, à la base, il y a un théorème de Smale qui dit que les difféomorphismes du disque à support compact, c'est un ensemble contractile. On rajoute des couches par-dessus et on arrive à ce résultat-là. D'accord. Et donc du coup, ça donne une recette pour construire n'importe quel difféomorphisme et pour étudier n'importe quel. Et puis du coup, on peut utiliser ces fonctions h pour étudier ces difféos. Oui. Vous répétez, ça veut dire la support compact ? Ici, ça veut dire l'identité près du bord. D'accord. Ici, il faut que je prenne des h à support compact aussi. L'identité près du bord, c'est sur un voisinage. Ouais, sur un voisinage du bord.
D'accord. Donc pour chaque diffeomorphisme, il y a un voisinage où c'est l'identité. D'accord. Et le fait d'avoir H qui est zéro voisinage du bord implique que le champ de vecteur est 0, donc le flow et l'identité près du bord. Quel est l'intérêt d'avoir mis la famille? L'intérêt d'avoir mis la famille, c'est qu'on obtient des dynamiques plus compliquées. Ce serait faux si on mettait pas, si on avait des H qui dépendaient pas du temps, on ne pourrait pas obtenir tous les difféos. Et là, l'intérêt, c'est que le fait d'avoir, du coup, XH est toujours tangent aux lignes de niveau, mais les lignes de niveau changent avec le temps. Donc, du coup, on peut obtenir des dynamiques très compliquées. D'accord ? C'est ça, là. OK. Très bien. Alors, remarque. Alors, c'est pas, je vais écrire un certain hamiltonien qui n'est pas support compact, mais qui est intéressant quand même. Ça va être 1/2 de P au carré plus V de Q, où V, c'est une fonction qui dépend de Q. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, cette formule. Ça, c'est l'énergie cinétique, et ça, c'est l'énergie potentielle. D'accord ? Et donc, en fait, si on fait le calcul, si on calcule XH pour ce champ de vecteur, ou plutôt si on écrit l'équation différentielle y point égale XH de Y, en fait, elle est équivalente au système, alors que je ne dise pas de bêtises. Donc on va avoir Q point égale moins P, et puis P point égale V' de Q. Voilà. Et vous voyez qu'on obtient du coup Q point point égale moins V' de Q. Ce qui est la loi de Newton. D'accord ? Et donc voilà, pourquoi des fonctions on les appelle hamiltoniens dans notre domaine là, c'est qu'en fait notre domaine il vient à la base de la mécanique classique. Et comment dire, ce formalisme vient de la formulation hamiltonienne de la mécanique classique. Et donc on voit sur cet exemple qu'on peut par exemple retrouver la loi de Newton avec ce formalisme. Voilà. Et donc voilà, les notations, Q c'est la position, P c'est la quantité de mouvement, et puis H ça représente l'énergie du système. Okay. Voilà, bon ça c'était juste pour faire le lien, je ne vais pas en avoir besoin ensuite, mais c'est pour faire le lien un peu avec d'où ça vient, d'où ça sort. Ok. Alors, il y a autre chose qui nous vient de la physique, en fait. Il y a ce qui s'appelle l'action hamiltonienne. Alors, l'action hamiltonienne, ça va être une fonction que je vais noter à indice h. Je suppose que j'ai un h qui est donné, d'accord, qui dépend du temps. À partir de maintenant, il dépend du temps. Et donc ça va être une fonction qui va être définie sur l'espace des lacets de R2 à valeur dans R. Donc ce que j'appelle lacet, pour moi, ça va être une application C1 à valeur dans R2 qui revient à son point de départ. D'accord ? Et un lacet X qu'on va écrire sous la forme, donc on va écrire X de t, ça va être Q de t, P de t. On va associer cette formule, donc P de t, Q point de t, moins H dépend du temps, donc je mets le t ici, de Q de t, P de t. Tout ça on intègre par rapport à t. Bon, c'est pas important que vous reteniez quelle est la formule. Par contre, ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est que si on regarde les points critiques de cette fonction, en fait, on obtient exactement ceux parmi les lacets qui sont des orbites du flot hamiltonien.
exactement les orbites du flow, ou de, je sais pas, ou de XH. D'accord. Je suis dans un espace de fonctions, c'est un espace de Banach là. L'espace des fonctions C1, l'espace des lacets, c'est quoi? C'est l'ensemble des X appartenant à C1 de 0,1 R2 tel que x de 0 égale x1. Et en fait, cette fonction, bon, elle va être différenciable sur cet espace. Et donc, on regarde les points où la différentielle est nulle. D'accord. La norme, c'est la norme C1, c'est ça, c'est la norme infinie, puis c'est la norme infinie de la dérivée. Oui. En fait, on peut faire dans les notes, j'ai écrit la démonstration de Solem de manière un peu formelle, c'est-à-dire sans préciser exactement quelle est la norme qu'on considère, etc. Mais en tout cas, ça permet de voir pourquoi c'est vrai. Je ne vais pas écrire le calcul là, mais c'est voilà. OK. Et donc, les orbites, maintenant, là, ce que je regarde, c'est les lacets qui sont des orbites de XH. Et donc, vous voyez que ça veut dire que c'est des points, c'est des trajectoires du champ de vecteur qui, au temps 1, sont revenus au point de départ. Donc, en fait, ça correspond, disons, au point fixe du temps 1. OK. Et donc, cette fonction... Alors, pourquoi ça vient de la physique un peu? En fait, ça, c'est l'expression du principe de moindre action, en quelque sorte, là, qui est, d'accord, que des physiciens, qui est en fait généralisé. C'est pas seulement vrai pour ce genre d'hamiltonien, c'est vrai pour n'importe quel type d'hamiltonien. Et donc, on a un outil pour étudier les points fixes de ces applications qui préservent l'air. D'accord. Par exemple, pour démontrer qu'ils existent, il suffira de trouver des points critiques de cette fonction. OK. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà les codes barres arriver, là. Non. Alors, peut-être... Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans les exposés de mes collègues, parce qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Mais il y a un point important avec les codes barres. Donc, si on regarde le code barre d'une fonction, si j'ai une fonction sur une fonction... Si on regarde le code barre d'une fonction, comment dire, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que les extrémités des barres correspondent aux valeurs critiques de la fonction. Donc je pense que ça se voyait un petit peu dans le premier exposé de Steve, avec l'histoire des pics et tout, d'accord? Ça se voyait peut-être même complètement. Mais donc si on a une fonction comme ça, je ne sais pas, je pense que là on va avoir un code barre qui va ressembler à ça. Et en fait, les extrémités des barres correspondent vraiment aux valeurs critiques, d'accord? Et ça, c'est un fait général. Et il y a l'idée générale que quand on regarde les sous-niveaux d'une fonction, si on a un endroit où l'homologie change, c'est forcément le signe c'est forcément à une valeur critique. Entre les valeurs critiques, l'homologie ne peut pas changer. Donc il n'y a ni début d'une barre, ni fin d'une barre à cet endroit-là. D'accord. Aux valeurs critiques ou aux extrémas locaux? Alors, hier matin, c'était les extrémas locaux. Mais si on regarde plus généralement, c'est les valeurs critiques. Et en fait, est-ce qu'il est possible que ça change à une valeur critique qui ne serait pas un extrémal? Oui. En fait, il faut même être un peu plus précis. Donc, c'est la théorie de Morse en fait, qui décrit ce genre de choses. Et si on regarde dans la signature de l'ASIM, au point critique, on regarde le nombre de points négatifs. Ce nombre,
ça va être exactement le degré de la classe de homologie qui va changer. D'accord, donc ça vous dit un petit peu. Donc à un maximum, c'est forcément la classe de cohomologie de degré maximal, et à un minimum, c'est forcément le degré 0. Voilà. OK. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on a quelque chose comme ça, là on voit peut-être le lien avec le code barre maintenant. On peut regarder le code barre de la fonctionnelle AH. Alors, disons, au moins on peut essayer. Pardon. Et donc ça, il y a eu un papier vraiment très important de Polterovitch et Shelukin. Important en fait historiquement, parce que ça a été le déclencheur de l'utilisation des codes barres dans notre domaine, et qui date de 2016. Ils ont montré qu'on peut associer un code barre à AH. Et voilà, et donc on obtient voilà, qui en fait ne va dépendre que, qui va pas dépendre de H, il va dépendre que de phi H1, qui ne dépend que de phi H1. Il ne dépend pas du choix du Hamiltonien. A priori, il pourrait y avoir plusieurs Hamiltoniens qui donnent le même diffeomorphisme, mais en fait, on peut faire ça. Et donc, du coup, on va utiliser la notation B2 phi. D'accord, pour phi un diffeomorphisme qui préserve l'air. Alors il y a des problèmes, il y a plusieurs problèmes. Bon, déjà, le fait que ça ne dépende pas de H, ça c'est un premier problème, mais j'ai envie de dire que c'est presque un problème secondaire. Le premier problème qui se pose, c'est que la fonction, elle n'est pas définie sur un espace de dimension finie, elle est définie en dimension infinie. Et donc, c'est là où, en fait, il y a besoin d'une grosse machinerie. Alors, il se trouve que la machinerie existait déjà, donc pour eux, en fait, c'était assez facile. Mais donc, une manière de faire, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de Floer, qui est vraiment un gros truc qui permet de faire ça dans des cadres très généraux. Après, quand on est dans R2, en fait, on peut se débrouiller sans passer par cette grosse théorie en faisant des approximations en fait, de l'espace des lacets. Une manière de faire, c'est de considérer, par exemple, les lacets affines par morceaux, ou par exemple, de regarder la série de Fourier des lacets, puis de tronquer pour se ramener à la dimension finie. Et c'est une manière de construire le code barre pour cette fonctionnelle. Okay. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Et donc, par exemple, vous voyez, ça nous donne des informations sur les points fixes, du coup. Le nombre de barres, c'est un minorant sur le nombre de points critiques. Et donc, c'est un minorant sur les points fixes. Donc, on peut démontrer, par exemple, avec cette théorie qu'il y a au moins, pour un difféomorphisme du disque qui préserve l'air, il y a au moins un point fixe à l'intérieur du disque. Le théorème de Brouwer dit qu'il y a forcément un point fixe, mais peut-être au bord. Là, il dit qu'il y a au moins un point fixe à l'intérieur. OK. Bon. Alors, il faut que je revienne à mon problème initial. Donc, en fait, il y a deux théorèmes de stabilité dans ce domaine. Alors, il y a un premier théorème, c'est celui qu'ont utilisé Polterovitch et Shelukin dans leur application. C'est quelque chose qui dit que si on regarde le code barre de phi H1 et phi K1 pour deux Hamiltoniens différents, et qu'on regarde leur distance bottleneck, leur distance goulot de bouteille, en fait, ça va être plus petit que cette distance-là. Alors ça ressemble beaucoup à celui qu'on a vu avant, mais comme c'est pas la même construction quand même, hein, donc c'est pas évident. Et à partir de là, ils ont démontré des choses, par exemple pour contrôler la distance d'un difféomorphisme donné à être engendré par quelque chose qui ne dépend pas du temps. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des difféos qui sont pas engendrés qui peuvent pas être engendrés par des Hamiltoniens qui dépendent pas du temps. Autonome.
Et donc eux, ils ont réussi à démontrer qu'en fait, on peut être arbitrairement loin, au sens, il faudra une énergie arbitrairement grande pour se ramener à quelque chose qui ne dépend pas du temps. D'accord, ce genre de résultat. Bon, en vrai, ils ne l'ont pas démontré dans R2 et démontré dans d'autres surfaces. Dans le cas de R2, c'est encore ouvert. Mais bref. Et il y a un deuxième théorème de stabilité qui est de nature différente. C'est que si on regarde le code barre de B et de psi, alors ça ne va pas être un Lipschitz, mais ça va quand même être Lipschitz. On va pouvoir contrôler par la distance C0 entre phi et psi. Donc c'est pareil, c'est la distance uniforme entre phi et psi. Et c'est ça qui va être utile pour l'exercice impossible du début. Donc ça, c'était Polterovich et Shilukhin. Et puis ça, c'est... Ça a été prouvé à Orsay et à Paris par Leroux, Viterbo et Cefalini. Et je pense que ça doit être publié en 2021 ou quelque chose comme ça. C'est tout récent, ouais. Je reviens au problème du début. Donc, vous vous rappelez, on fixe une RA quelconque, et on veut montrer que dans un voisinage dans l'identité, ce n'est pas possible de déplacer un disque d'RA si le voisinage est suffisamment petit. D'accord ? Et donc retour au disque indéplaçable. Alors en fait, il y a une propriété, un lemme. Je me dis que ça, peut-être que j'aurais dû le rajouter dans les notes parce que c'est faisable, mais il faut un peu de matériel, il faudra peut-être une page, quoi. On peut démontrer que si j'ai un difféo qui déplace un disque d'RA, alors la distance bottleneck entre phi et... Ah non, ça je peux pas. Non, ça je vais pas pouvoir le... Bon bref. Entre le code barre de phi et le code barre de l'identité est au moins l'aire de delta. On peut démontrer ça. Et en fait, on n'a même pas vraiment besoin de toute la puissance des codes barres. On n'utilise en fait que les barres qui sont semi-infinies dans le code barre. Bon, c'est pas grave. Disons, on a quand même cette inégalité-là. On s'est démontré que si un difféo déplace un disque, alors la distance bottleneck est pas trop proche de celle de l'identité. Et donc vous voyez qu'avec une fois qu'on a le théorème de stabilité, on en déduit exactement que l'exercice est impossible. D'accord ? Si la distance C0 entre phi et psi est trop petite, non, entre phi et l'identité est trop petite, phi ne déplace pas delta. Donc c'est comme ça que ça apparaît, que les idées venant de la persistance apparaissent dans ce problème-là. Bon, c'est un peu frustrant, on aimerait bien avoir plus de détails, mais c'est... Voilà, bon, sinon, en fait, dans ce domaine, les codes barres, depuis qu'ils sont apparus, apparaissent de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de résultats qui les utilisent. Il y a aussi des choses sur l'existence d'orbites périodiques. Il y a des progrès qui sont faits là-dessus. Alors, j'ai passé à la partie 2. Et on va, donc c'est un peu géométrique, mais on va aussi se rapprocher un peu du domaine de l'analyse. Parce qu'on va parler de domaines nodaux. Peut-être que c'est ce qui manquait dans ces 2 jours, un peu d'analyse. Et là, je ne suis pas vraiment un expert. J'ai suivi un article récent qui est dû à... Alors, il y a beaucoup de monde dans cette liste, mais donc
il faut que j'écrive leur nom, c'est la règle. Hein. Polterovich. C'est le même Polterovich qu'avant. Ou plutôt, celui-là, c'est le même qu'avant. Et celui-là, c'est son petit frère. Et puis, il y a aussi Shelukin, le même. Et Stojisavlievich. Voilà, donc comme je disais, je ne suis pas expert, mais j'ai contacté ces deux-là que je connais bien, en fait, qui m'ont donné des conseils sur comment présenter ça. Donc je les remercie si jamais ils me regardent. Je ne pense pas qu'ils me regardent. Hein. Et, donc on considère cette fois l'opérateur laplacien. L'opérateur laplacien. Alors apparemment, il y a des grandes discussions sur s'il faut mettre un signe moins ou pas. Mais donc eux, ils ont mis un moins. Dx carré, I allant de 1 à n. D'accord. Et on va le considérer sur l'ensemble des fonctions qui s'annulent au bord d'un ouvert. Ou, enfin, qui s'annulent au bord d'un domaine. Oméga qui est inclus dans Rn. Donc ce que j'appelle domaine, ça veut dire un compact qui est l'adhérence d'un ouvert. Okay. Donc s'annuler au bord, c'est ce qui s'appelle les conditions de Dirichlet en général. Et donc il y a un théorème spectral. C'est un opérateur qui est auto-adjoint, donc il y a les valeurs propres sont réelles et positives, et puis et donc en fait on a une suite de valeurs propres. Le spectre de delta est une suite de réels. Donc là il y a 0 dans le spectre, évidemment. Peut-être pas évidemment, mais il y a 0 dans le... Est-ce qu'il y a 0 dans le spectre ? Oui, il y a des fonctions constantes. Bah non. Non. Peut-être qu'il n'y a pas 0 dans ce cas-là. C'est peut-être dans d'autres cas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on est... OK. Il y a cette théorie-là, je raconte dans Rn, mais elle se généralise aussi à d'autres espaces. Et là, il y a effectivement les fonctions constantes qui peuvent apparaître dans le spectre. Donc c'est une suite. Donc du coup, ici, ça va commencer à lambda 1. Lambda 2. Et puis, lambda j, etc. C'est une suite qui tend vers l'infini. OK. C'est une suite qui tend vers l'infini. Et puis, les fonctions propres. Les fonctions propres. Les fonctions propres, elles sont C infini. Et elles forment une base de L2. Alors, comment on appelle ça ? Je crois que c'est base hilbertienne. Hilbertienne de L2. Voilà, donc ça, c'est des choses très classiques sur le Laplacien. Alors on peut regarder un exemple, c'est dans le cas du rectangle, pour oméga qui est un rectangle. Dans ce cas-là, il y a plein de... En fait, on connaît, dans ce cas-là, on peut tout explicite, on connaît le spectre. Peut-être que je vais l'écrire là. Donc les valeurs propres sont tous les réels qui sont de la forme lambda, ça va être pi au carré fois K2 sur A2 plus L2 sur B2
avec K et L qui sont entiers au moins 1. D'accord. Alors pour savoir laquelle est laquelle, il faut les mettre dans l'ordre. Mais disons, c'est tous les réels qu'on peut obtenir de cette manière-là. OK. Et ça correspond aux fonctions propres f de x et de y. Ça va être sinus kpi x sur a fois sinus kpi y sur b. L. Ah, c'est marrant, j'ai fait la même. Je me suis aperçu hier soir que j'avais fait la même faute de frappe dans les notes. Mais là, elle n'y est pas. Et voilà. Bon, c'est en faisant les séries de Fourier qu'on arrive à ça. Et puis, la théorie des séries de Fourier nous confirme que c'est bien une base hilbertienne de L2 de oméga. Donc, c'est juste finalement, là, ce qui est écrit là, c'est un peu une généralisation de ce qu'on voit sur cet exemple. Voilà. Alors, j'arrive à ce qui va nous intéresser, c'est les domaines nodaux. Donc, là, je prends une fonction générale, une fonction quelconque. OK. Et donc, ce qu'on va appeler les domaines nodaux, ça va être les composantes connexes du complémentaire des zéros de f. Donc, les composantes connexes de oméga. Alors, je suppose quand même qu'elle est définie sur oméga, ma fonction, du coup, de oméga privé de f-1 de 0. OK. OK. Alors, on peut faire des expérimentations numériques sur les domaines nodaux des fonctions propres du Laplacien. Et en fait, on s'aperçoit que sur les expérimentations numériques, que quand lambda j tend vers l'infini, les domaines tendent à devenir très compliqués. J'ai mis une image dans les notes d'ailleurs, j'aurais peut-être pu la projeter, mais par simplicité, je ne le fais pas. Mais on voit des très belles images en fait quand on regarde ces ensembles-là. Voilà. Et donc on va noter M0 de F, le nombre de domaines nodaux. De F. OK. Alors on peut regarder un exemple. Là, on va même encore simplifier celui-là, on va se regarder juste le cas de l'intervalle. Dans ce cas-là, la JM fonction propre du Laplacien, ça va être sinus kpi sur A, non, jpi sur A x. D'accord. Et donc, du coup, c'est assez facile de voir, déjà, S annule, on voit où S annule, d'accord. Et on peut voir que les domaines nodaux, on les comprend aussi bien, et on voit qu'il y en a exactement J. Donc, si on regarde M0 de Fj, c'est égal à J. Donc, c'est un petit peu curieux. On peut se demander si c'est une coïncidence ou s'il y a quelque chose de plus général. Le fait que la JM est exactement J domaine nodaux. OK. Et il y a un théorème célèbre de Courant qui date de 1923. Qui dit que, alors c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps ça, mais par contre on a une borne. Donc le nombre de domaines nodaux d'une fonction propre, pour la JM fonction propre, va être plus petit que J. Ça c'est toujours vrai. Dimension 1 ? En toute dimension. Toute dimension ? Ouais. En toute dimension, et c'est même pas que pour les domaines de Rn, ça peut être pour des espaces courbes. Il y a une généralisation du Laplacien qui s'appelle le Laplacien de Laplace Beltrami, l'opérateur de Laplace Beltrami, qu'on peut définir sur n'importe quelle variété, et ça marche encore. Okay.
OK. Alors, il y a une remarque, il y a un corollaire. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de Weil. J'aurais pu le mettre dans le théorème spectral. Ça fait partie des choses classiques aussi sur l'opérateur laplacien qui dit que. Qui dit quoi? Qui dit que si on regarde le nombre de valeurs propres plus petit que lambda, ça, la croissance est comprise, c'est-à-dire que c'est équivalent à une constante fois lambda à la puissance n sur 2. Et la constante, elle est même explicite, c'est le volume de la boule fois le volume de oméga divisé par 2πn. Okay. Donc on a même j'ai dit tout à l'heure les valeurs propres tendent vers l'infini, mais en plus on connaît un peu à quelle vitesse ça tend vers l'infini. C'est bien compris. Okay. Ça va? Et... Ok. D'accord. Et donc si on met ensemble la loi de Weil avec ce théorème, on peut reformuler le théorème. Donc je vais écrire corollaire. On peut reformuler en disant que M0 de Fj, c'est un grand taux de lambda j à la puissance n sur 2. Si on met le théorème avec la loi de Weil, on arrive à cette chose-là. OK. Alors maintenant, donc ça, là, c'est des choses un peu classiques. Maintenant, j'arrive aux choses plus modernes. Donc le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore généraliser ça? Et en fait, on peut espérer généraliser dans plein de directions. Donc généralisation. Alors, une première direction où on peut généraliser, c'est au lieu de considérer seulement les fonctions propres, on peut regarder les combinaisons linéaires de fonctions propres. Ça, c'est pas ridicule. Par exemple, dans cet exemple-là, c'est ce qui s'appelle les polygones trigonométriques. D'accord? Donc, c'est une classe de fonctions naturelles aussi. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on peut regarder les combinaisons linéaires de fonctions propres? Est-ce que ça marche encore? On peut se demander, est-ce que c'est vraiment le Laplacien? Est-ce qu'il faut vraiment le Laplacien ou est-ce que d'autres opérateurs, ça marcherait encore? Par exemple, il y a une classe d'opérateurs qui s'appelle les opérateurs elliptiques, qui est une généralisation du Laplacien, ça pourrait être une possibilité. Et on peut se demander, vous voyez, là j'ai parlé du nombre de composantes connexes. Hier, en parlant d'homologie, on a vu qu'une généralisation du nombre de composantes connexes, c'est les dimensions des groupes d'homologie supérieurs. D'accord? Donc c'est pareil, on peut se demander, est-ce qu'il y a des bornes sur l'homologie de degrés supérieurs de cet ensemble? Bornes sur en degrés homologiques supérieurs. Donc voilà un peu les questions qui se posent. Et la réponse, c'est non. À peu près tout le temps. Donc il y a peut-être des cas particuliers où on arrive à dire des choses, mais disons, essentiellement, la réponse c'est non à toutes les questions. Mais ce à quoi ont pensé les 6 auteurs que j'ai cités au début, c'est que, en fait, on peut arriver à dire oui, si au lieu de faire un compte direct comme ça, on fait un compte grossier, c'est-à-dire en éliminant le bruit. D'accord? Exactement comme dans ce que nous a raconté Steve hier avec les histoires de pics. Vous savez qu'un caillou, on n'a pas envie de le compter comme un pic. Là, c'est un peu pareil. Un domaine nodal pas profond, on n'a pas envie de le compter comme un domaine nodal. Et voilà. Donc c'est ça la grande idée de cet article. Mais oui, si on compte... si on ne tient pas compte du bruit. Si on ne tient pas compte du bruit.
Alors je vais clarifier. Hein. Je vais clarifier. Mais, donc voilà, justement. Donc vous allez voir que par contre, ils arrivent avec cette. En éliminant le bruit, ils arrivent à généraliser dans toutes les directions. C'est assez puissant. Alors je voulais juste faire une remarque. Le premier, il a une histoire assez longue en fait. C'est-à-dire que c'est un problème qui est devenu célèbre. Ça s'est appelé pendant longtemps conjecture de Courant-Hermann, je crois. Parce que c'était Courant qui avait, je crois, conjecturé le truc, et puis ou avait posé la question, puis Hermann avait donné une preuve. Et puis en fait, Arnold a dit non, ça ne marche pas la preuve, Viro a donné un contre-exemple, puis voilà. Et puis finalement, certains des gens de la bande là ont trouvé un contre-exemple où il y a un nombre infini de domaines nodaux. Donc du coup, c'est un problème qui est considéré comme important dans le domaine, disons, qui a une longue histoire, etc. Ok, alors définition. Alors ça, c'est une définition qui a été donnée par Polterovich, toujours le même, et Sodin. On va dire qu'un domaine nodal est delta profond si, alors que je ne dise pas de bêtises, le maximum de la valeur absolue de f sur, alors il va s'appeler U, le domaine nodal, sur U est au moins delta. Voilà. D'accord. Donc si je prends un exemple, mettons que j'ai delta ici. Mettons que j'ai une fonction comme ça. Il y a 3 domaines nodaux. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Bon, il y a aussi les autres, mais j'en parle pas. Okay. Et on voit que celui-là, il est delta profond, puisque le max de f passe au-dessus de delta. Celui-là, il est aussi delta profond, parce que le max de valeur absolue de f passe au-dessus de delta. Et celui-là, il n'est pas delta profond. Voilà. Ça marche ? Et donc l'idée, c'est on va compter maintenant les domaines delta profond. Et ceux qui ne sont pas delta profond, on les considère comme du bruit. Alors évidemment, ça dépend de delta. Et donc on va définir M0 de F et delta. Ça va être le nombre de domaines delta profond. Ok, et alors on peut définir aussi ce que serait l'analogue de degré supérieur. D'accord. Et donc là, on veut compter l'homologie, mais seulement l'homologie qui vient de ce qui est au-dessus de delta, en quelque sorte. Donc du coup, la bonne définition, ce qui va correspondre à ce qui est au-dessus en degré 0, c'est le rang de l'image de l'application Donc j'explique un tout petit peu. Cet ensemble-là, c'est la réunion des domaines nodaux. D'accord, c'est le complémentaire de 0. Et ça, c'est la partie, c'est comment dire, c'est seulement ce qui est au-dessus de delta. Ok. Et donc cet ensemble-là est inclus dans celui-là. Donc il y a une application. Donc l'inclusion donne une implication naturelle en homologie. Et c'est cette application qu'on considère, d'accord. Et quand R égale 0, on retombe exactement sur ce machin-là. Okay. Et donc je vais pouvoir citer leur théorème. Donc il y avait B, il y avait 3P, S2. Donc ça, ils ont des... C'est pas encore publié en fait, c'est arrivé ça a été rendu public en 2022, mais c'est hyper récent en fait. Donc qu'est-ce qu'il démontre ? Il démontre qu'il existe une constante. Donc oméga est fixé toujours dans cette histoire. Il existe une constante telle que pour toute
Ouais. Pour toute fonction f qui appartient à... Alors, comment je vais noter ça vect. Donc, je prends l'espace engendré par tous les espaces propres de valeur propre elliptique lambda. Donc, comment je vais noter ça? Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse une phrase. Hein. Hop là. Pour toute f combinaison linéaire de fonctions propres de valeur propre plus petite que lambda. J'ai pas dit qu'il était lambda là. Donc c'est pour tout lambda aussi, hein, je pense. Bon, laissons ça comme ça. On ajustera après. J'ai besoin de normaliser. Je vais supposer que la norme L2 est 1. D'accord? C'est juste une normalisation. Je suis obligé de normaliser parce que vous voyez, je m'intéresse à la hauteur des fonctions. Donc, et tout. Alors ça, c'est peut-être un peu mystérieux. Il faut que je prenne un k qui est plus grand que n sur 2. N, c'est la dimension. Et tout delta. Donc j'ai pris tout ça. Alors, le nombre MRF delta, il est borné par delta à la puissance moins n sur k, lambda à la puissance n sur 2. Voilà l'énoncé. Et c'est vrai pour tout R. Hein. Je dois avoir un C pour chaque R. Le C ne dépend pas de K, je crois. Bon, j'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux dans le truc, mais c'est l'idée. Et voilà. Mais donc, ce qu'on voit, alors j'aurais peut-être pas dû effacer ce qui était là, mais on retrouve en quelque sorte le corollaire de tout à l'heure, celui qui disait que M0 de F était plus petit que lambda à la puissance n sur 2. Il y avait le corollaire de la loi de Weil. D'accord ? Donc on retrouve ça, c'est encore vrai ici. Donc on voit que c'est généralisé à n'importe quel degré. Alors attendez, parce que j'ai pas mal de remarques à faire. Et puis bon, on voit que ça généralise aux combinaisons linéaires. Et c'est toujours le Laplacien que tu prends. Et là, en fait, bon, c'est vrai pour le Laplacien, mais en fait, ça se généralise à n'importe quel opérateur elliptique. Quel opérateur elliptique. Et puis, voilà, donc... non, peut-être qu'une remarque qu'on peut faire aussi, c'est quand delta tend vers 0, cette borne explose. Donc c'est cohérent avec le fait qu'on a un contre-exemple quand delta égale 0. Donc, enfin, dans le cas où on fait le compte pas grossier, quoi. Okay. La quantification sur K est bizarre. Peut-être, oui. Peut-être que le cas, il faut que je le mette avant. Non, Ouais. on ne voit pas ce qui contrôle. En fait. Oui. Non, la constante C doit dépendre de K, je pense. Mais bon, il faudrait que je vérifie, quoi. Mais clairement, je suis d'accord que c'est bizarre. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faut que je mette pour tout K ici. Bon, d'accord, mais... Peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est simplement qu'en éliminant le bruit, on sauve le théorème, quoi. D'accord ? C'est un peu ça, la... Ok, alors donc là, mon temps est écoulé. Je peux dire quand même quelques mots sur la preuve, juste très vague, pour qu'on voit un petit peu, parce qu'il y a vraiment des super belles idées dans cette preuve. C'est un gros morceau, hein. Donc il y a une première partie qui est des choses d'analyse très très classiques. C'est ce qui s'appelle les estimés elliptiques. Qui dit que
quand on regarde la norme, alors ce que j'appelle la norme Sobolev HK, par définition, c'est quoi? C'est la somme des normes L2 des différentiels de f pour i allant jusqu'à k. D'accord? Si on regarde cette norme, elle est contrôlée en fait par la norme L2 dans le cas des fonctions propres d'opérateurs elliptiques. D'accord, donc ce machin-là, c'est plus petit que... Des carrés partout. Pardon? Tu mets des carrés. C'est pas grave, laisse tomber. Ouais, là au point où j'en suis, je pense que... Ouais. Tu vois que la définition de la norme n'est pas bonne? Non, il faut mettre des carrés simplement des deux côtés pour que ce soit juste. Ici et là? Ouais. Ah d'accord. Et mais donc la norme Sobolev HK, elle est contrôlée, ça c'est quelque chose qui est très classique en analyse. Donc, pour les solutions d'un opérateur elliptique, la norme HK est contrôlée par la norme L2. La norme doit faire apparaître aussi il y a une constante qui dépend de lambda là. D'accord, donc ça c'est pour si f est solution d'un opérateur elliptique. Et donc du coup, en fait, il ramène ce théorème-là à un théorème où il n'y a pas du tout d'opérateur, qui est en fait, je vais peut-être l'écrire là, donc du coup il y a un théorème, c'est que le même nombre est plus petit que, alors il faut mettre les quantificateurs au même endroit, c'est-à-dire on ne sait pas trop où, norme de f. Voilà, il y a un ordre des quantificateurs tel que... Il faut bien les choisir. HK, et puis là, il faut que je mette n sur 2. D'accord? Donc en fait, il ramène à cet énoncé qui est un énoncé sur n'importe quelle fonction où il n'y a plus d'opérateur. Donc ça, c'est la première étape. K, c'est l'ordre de l'opérateur. Dans la logique de T, K, c'est l'ordre de l'opérateur. Oui. Oui. HK, c'est... Le Laplacien, c'est d'ordre 2, c'est Je pense que pour tous les cas, on a quelque chose comme ça. Oui. Je te confirme. Quel que soit l'ordre de l'opérateur. C'est juste la constante va dépendre de k, mais ok. Alors, en fait, et ce théorème, au lieu de le démontrer sur MRF delta, on va le démontrer sur un autre nombre qui est un peu relié, qui est NRF, et qui va être delta, et qui va être par définition le nombre de barres dans le code barre de f de longueur plus grande que delta. Nombre de barres dans le code barre de f, dans B de f, de longueur plus grande que delta. Et en fait, l'idée, c'est que ce nombre-là est plus petit que celui-là quand on prend la valeur absolue. Peut-être avec un moins, enfin, je sais pas. Mais ils sont directement reliés. Et en fait, il suffit de démontrer quelque chose là-dessus. Donc là, du coup, c'est comme ça qu'on saute au code barre. OK. Pardon. Ce nombre-là est plus petit que celui-là quand on prend la valeur absolue. Alors, je vais écrire ce que... Je crois qu'on a quelque chose comme ça, là. MR de F delta est plus petit que N R de moins valeur absolue de F, je crois, delta. Je sais plus exactement. Mais, disons que là, il y a une étape qui est élémentaire pour se ramener à un nombre qui s'exprime en termes de code barre. D'accord ? Et l'intérêt de l'avoir exprimé en termes de code barre, c'est que maintenant on a les résultats de stabilité. C'est-à-dire que ce nombre-là, il évolue de manière stable. C'est-à-dire le théorème de stabilité dont Mathieu a parlé, il va impliquer directement que si f-g est plus petit que epsilon, en norme infinie, alors on a des nombres des inégalités comme ça, NR f
delta, ça va être plus petit que n delta moins 2 epsilon g. Non, attendez, je me suis perdu. R delta moins 2 epsilon. On va avoir ce genre d'inégalité. Okay, puis aussi un encadrement dans l'autre sens. Voilà, donc ça, c'est juste le théorème de stabilité des codes barres dont on a parlé tout à l'heure. Alors, moi, j'ai tendance à penser en termes de barres. Peut-être que tout à l'heure, on voyait plus ça en termes de diagramme de persistance. Mais vous savez que c'est des choses équivalentes. Donc, voilà. Et c'est là où c'est vraiment magnifique. C'est que on va démontrer quelque chose sur les polynômes. Il y a un théorème de Milnor de 1964 qui nous dit que si on prend une fonction polynôme générique de Rn dans R, alors, une fois, vous voyez, elle admet O plus K-1 à la puissance alors, de degré K. Elle admet O plus K-1 à la puissance n, point critique. Donc voilà, un théorème. Et donc du coup, la conséquence directe, il faut quand même que je conclue, mais la conséquence, c'est que si on regarde le nombre nr d'un polynôme pour delta égale 0, et ben on obtient quelque chose qui est en, que je ne dise pas de bêtises, qui est en grand taux de k puissance n. Okay. Et donc après, l'idée, c'est que on a la stabilité, on a ce résultat sur les polynômes, et après, c'est des résultats d'approximation polynomiale. D'accord. Donc on fait ça, et donc il y a des passages très délicats dans leur démonstration, parce qu'il faut qu'ils ils font ça d'abord sur un cube, ça marche assez bien, c'est facile. Et après, pour passer à n'importe quel domaine, il faut qu'ils remplissent le domaine avec plein de cubes, et puis en contrôlant les choses, c'est du boulot. Voilà, bon, j'espère que c'était à peu près suivable, mais c'était ça l'idée générale. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que c'est évident que pour R égale 0, on obtient bien le nombre de domaines delta profond là? Alors on peut y réfléchir. Donc en fait c'est juste HR, c'est l'ensemble des composantes connexes. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est engendré par les composantes connexes. Pardon. H0, c'est engendré par les composantes connexes. Et donc, on regarde, j'ai effacé la définition, mais on regarde donc on regarde parmi les composantes connexes là-dedans, lesquelles étaient déjà non vides ici, en quelque sorte. D'accord. Et donc, c'est l'idée. Après, il faudrait se poser pour vraiment écrire le truc. Donc, oui. Et l'exemple de la fonction propre qui a une infinité de nodos, vous avez une... Alors, bon, déjà, c'est un exemple qui est sur le Tor. Et c'est pas pas le Laplacien place standard, c'est avec le Laplacien, un Laplacien de Laplace Beltrami. Donc, il faut un Tor qui est un peu courbe, en quelque sorte. C'est pas un Tor plat. Et voilà, et après, non, j'avoue que je n'ai pas regardé suffisamment en détail. Mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Pas grand-chose. Mais voilà. C'est un exemple qui a fait du bruit, en fait. C'était une surprise pour les gens. Alors, qu'est-ce que je raconte? Parce que, oui, je regarde pour chaque degré R, les barres, en fait, ont un degré, en quelque sorte. Hein. C'est qui correspondent à quelle classe apparaît et disparaît. Et donc on regarde la partie de degré R dans le code barre.
Ouais, c'était un petit peu rapide. Pour le coup, c'est évident cette unité. Laquelle? Le fait que le nombre de. Alors, merde, f de delta, c'est plus petit que le nombre de. alors je l'ai pas, j'avoue que j'ai pas refait dans ma tête, mais je pense que ça doit l'être à partir du théorème de stabilité. En tout cas, c'est pas surprenant, c'est-à-dire que si on sait que si, ce que dit. Excuse-moi, je parle pas de stabilité, je parle de celle du dessus. Ah, celle-là? Voilà. Que ça affirmait deux notes dans les notes, mais en fait, j'arrive pas à Alors, c'est pas directement évident pour moi. Pour les experts, je sais pas si. Le moins vient du fait que tu regardes les surniveaux déjà. Oui, pour le moins, ouais, ça c'est. Oui, ça c'est le moins. Les sous-niveaux en surniveau, bon, une valeur absolue vient du fait qu'on atteint cette valeur absolue du F supérieur à delta. Parce que L1 de F delta, c'est pas tout à fait évident, à tout à fait manipuler. Enfin, c'est pour ça que moi j'ai du mal à imaginer. Enfin, non, enfin, c'est peut-être pas évident. Je crois que c'est la conclusion à laquelle j'arrive en réfléchissant, en regardant le truc fixement comme ça. J'ai pas. Disons, c'est pas surprenant quand même, parce qu'il y a quand même c'est un peu les mêmes objets qui apparaissent. Mais j'aurais dû creuser ça, mais j'ai pas. Ouais. Cette inégalité-là soit vraie. Bien, y a-t-il d'autres questions? Marc?